Et donc voilà, pour évoquer la puissance des théorisations, des modélisations de Philippe dans le champ de l'anthropologie, et un peu plus largement des sciences humaines, sociologie comprises, mais aussi pour le faire à l'aune de la façon dont cette proposition théorique a réouvert des possibilités narratives, c'est-à-dire a permis très concrètement à toute une génération de chercheurs et de chercheuses de décrire un peu différemment leurs objets, ou en tout cas peut-être même de changer leurs objets par l'écriture. Eh bien, nous avons demandé à Sophie Houdard, qui a publié plusieurs livres. Évidemment, le plus connu était l'objet de son premier grand terrain et portait sur le rapport que des chercheurs japonais avaient établi avec des insectes sur lesquels ils procédaient à des expériences, mais tout ça appartenait à de vieux répertoires également culturels. Et puis surtout, elle est la coéditrice avec Olivier Théry, c'est ça ? Voilà. D'un volume sur humains et non-humains, où on croise alors tout un tas d'êtres et de présences, depuis les bacilles jusqu'à Dieu, avec d'ailleurs la republication d'un article d'Albert Piette, et bien d'un ouvrage qui montre à quel point voilà, la gamme des présences possibles s'est trouvée élargie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis à la fois très honorée d'être là et très impressionnée aussi. D'abord parce que vous êtes tous là, vous êtes très nombreux. Et puis aussi, je suis honorée et impressionnée de venir discuter à nouveau avec toi, Philippe. Après, parce que une des ambitions quelque chose que je vais essayer de faire là, c'est deux choses. D'abord, dire effectivement ce dont très explicitement j'hérite de toi, et puis aussi me permettre, en faisant un peu comme si vous n'étiez pas là, de poursuivre une discussion qu'on a amorcée au moment de la soutenance de mon habilitation à diriger des recherches qui a eu lieu en 2014 et où on avait... où Philippe, en fait, c'est assez marrant que je sois là, parce que Philippe m'avait fait part à ce moment-là de son agacement à me lire, qu'il cherchait à comprendre. Et donc, je voudrais poursuivre, donner des éléments aussi nouveaux pour poursuivre cette discussion. Et ça va recouper beaucoup de choses que Patrick et Romain ont déjà mentionnées sur la question de l'écriture. Alors, je ne suis pas du tout historienne et j'ai très peu de compétences en histoire de l'anthropologie, mais je vais me risquer quand même à commencer par une histoire qui date des années 50. Cette même année, Romain, tu l'as évoqué aussi, l'anthropologue Robert Murdoch introduisait pour la première fois dans le langage académique le terme ethnoscience, si je ne me trompe pas, pour désigner l'étude des catégories de pensée qui, dans les différentes sociétés, organisent, classent, hiérarchisent, distinguent les relations entre l'homme et la nature, entre l'homme et l'animal, etc. Et autour de cette même année, un autre anthropologue, Harold Conklin, qui deviendra l'un des chefs de file des ethnosciences aux États-Unis, partit aux Philippines étudier les savoirs botaniques d'une population locale, les Unanos, et se plut à montrer dès ses premiers travaux, qui datent de 1954, la connaissance intime que les Unanos avaient de leur environnement. Je cite un morceau de son texte. « Sous une pluie légère, Langba et moi quittâmes Parina en direction de Binli. À Araasas, Langba me demanda de découper plusieurs bandes d'écorce de 10 par 50 cm de l'arbre Anapla kilala, entre parenthèses Alzibia procera, entre parenthèses rox, b, point, fermez la parenthèse, bent, fermez la parenthèse, pour nous préserver des sangsues. En frottant avec la face interne de l'écorce nos chevilles et nos jambes, déjà mouillées par la végétation dégoûtante de pluie, on produisait une mousse rose qui était un excellent répulsif. Sur le sentier, près d'Eipud, Langba s'arrêta soudain, enfonça prestement son bâton en bordure du sentier et déracina une petite herbe, Tawag Kugun, Bouladlad, entre parenthèses, Buchera urticifolia, R.Br. fermez la parenthèse, qui, me dit-il, lui servirait d'appât pour un piège à sanglier. Quelques instants plus tard, et nous marchions vite, il fit un arrêt semblable pour déraciner une petite orchidée terrestre, difficile à repérer sous la végétation qui la couvrait, appelée liam liam, entre parenthèses, Epipocum roseum, entre parenthèses, D.don, fermez la parenthèse,
LINDL, fermez la parenthèse, plante employée pour combattre magiquement les insectes parasites des cultures. Alors, ce passage, c'est un parmi beaucoup d'autres, on pourrait en trouver beaucoup d'autres de cette même facture, atteste justement de cette sorte de texture littéraire assez classique dans ce type d'écrit, me semble-t-il, inspiré des descriptions naturalistes sur lesquelles seraient décalquées les pratiques et terminologies vernaculaires. Donc on a toujours une fonction et un usage, le terme local et le référent taxonomique occidental. Alors, les ethnosciences se sont déployées comme un véritable programme de recherche tout au long des années 50, 60, 70. Leur objectif était d'identifier les catégories vernaculaires et de décrire les usages locaux. Elles ont été cependant rapidement accompagnées, en fait presque depuis les premiers énoncés, elles ont été rapidement accompagnées de critiques ou de mises en doute plus ou moins virulentes, au motif que ces ethnosciences considèrent finalement toujours les mises en ordre du monde à partir de catégories occidentales, qui n'ont pas nécessairement de référent dans les sociétés non occidentales. Et donc, Philippe, dans ton ouvrage Par-delà nature et culture, par exemple, tu mentionnes combien, je te cite, la tendance à trier connaissance légitime d'un côté et résidus symboliques avec le tamis naturaliste s'illustre au mieux dans cette manie taxinomique consistant à isoler des champs d'enquête spécialisés que l'on baptise du nom d'une science reconnue, précédée de ethno. Aux deux ancêtres qu'étaient l'ethnobotanique et l'ethnozoologie sont ainsi venus s'ajouter l'ethnomédecine, l'ethnopsychiatrie, l'ethnoécologie, l'ethnopharmacologie, l'ethnoastronomie, l'ethnoentomologie et bien d'autres encore. Cette procédure, écris-tu, permet de réifier certains pans des savoirs indigènes en les rendant compatibles avec la division moderne des sciences, puisque les frontières du domaine sont établies a priori en fonction des classes d'entités et de phénomènes que les disciplines correspondantes ont peu à peu découpés comme leur objet propre dans la trame du monde. Chacune de ces ethnosciences ayant maintenant conquis son autonomie institutionnelle, avec ses revues, ses congrès, ses chaires et ses controverses, il devient de plus en plus difficile d'échapper à l'illusion que l'objectivation du réel s'organise partout selon une même pente naturelle dont l'écoulement serait contrarié çà et là par de gros blocs de pensée magique, émouvant témoignage d'une prise de conscience encore imparfaite des régularités du monde physique et de l'ambition d'exercer sur lui un contrôle mieux assuré. Alors, défaire les partitions faciles et les asymétries, c'était déjà ce qui sortait du projet que tu avais amorcé au moment de ta thèse de doctorat et dans le livre qui en est issu, La nature domestique, symbolisme et praxis dans l'écologie des hachoirs, paru en 1986. Tu décris ton projet comme suit. Consacré au thème de la socialisation de la nature, ce livre est un exercice de navette entre deux conceptions du monde qu'on a coutume de présenter comme mutuellement exclusives. Celle qui voit la nature comme un doublet animé de la société et celle qui la conçoit comme l'ensemble des phénomènes s'accomplissant hors de l'action humaine. C'est ce dont tu parlais tout à l'heure également, Romain. Cette faille entre une physis silencieuse soumise à la mathématisation et un cosmos se rapportant lui-même par la voix illusoire de ceux qui le font parler, c'est le privilège insigne des ethnologues de pouvoir la parcourir comme un chemin creux familier, le regard fixé alternativement sur l'un ou sur l'autre talus, tout à la fois dépositaire consentant d'une tradition rationaliste et apprenti patient de systèmes de pensée exotiques. Il voyage à la couture de deux mondes. Alors depuis là, tu as entrepris évidemment une critique systématique de la dichotomie entre la nature et la culture, de la dichotomie nature-culture plutôt, dans laquelle c'est le sens de ce voyage dont tu parles, à la couture entre deux mondes, dichotomie nature-culture dans laquelle tu as baigné, et subséquemment, tu as produit une analyse comparative des modes de socialisation de la nature et des schèmes intégrateurs de la pratique, ceux qui sont déployés dans nature et culture.
Alors, c'est de tout cela dont j'hérite au moment de partir faire un terrain dans un laboratoire de génétique du comportement dans la banlieue de Tokyo. J'hérite pas de part de la nature et culture, mais j'hérite de ce qu'il y a avant. À ce moment-là, on est au milieu des années 90. 40 années se sont passées depuis Robert Murdoch et les ethnosciences. Mais le projet que je formule pour partir sur ce terrain japonais, sous le regard avisé et bienveillant de ma directrice de thèse, Laurence Caillet, séduit à ce moment-là en même temps qu'il inquiète. On me dit, s'agit-il toujours d'anthropologie ? On me dit aussi, vais-je vraiment parler du Japon ? Entre mes professeurs de japonais qui me recommandaient plutôt d'aller voir ce qui se passait, de décrire les pratiques locales d'organisation de la nature dans un petit village de montagne, et certains anthropologues aussi qui me taxaient, avant même que je sois partie sur le terrain, de relativiste, les propositions que tu avais formulées participaient à un rééquilibrage puissant des manières d'envisager en anthropologie ce qui relève des savoirs sur le monde et ouvraient, avec d'autres champs comme la sociologie des sciences, la voie à la description, par le même cadre méthodologique et conceptuel, du naturalisme moderne. Donc là, c'est un moment clé où j'avais besoin d'alliés et où je trouvais dans tes propositions de quoi partir sur le terrain, de quoi ouvrir ce terrain, tout en continuant à légitimer ma position, ma posture en tant qu'anthropologue. Puisque l'entreprise que je m'étais donnée couplait au fait d'étudier un laboratoire de biologie, donc portant sur des modes d'organisation de la nature, cette entreprise donc couplait au fait d'étudier un laboratoire celui de se situer au Japon. L'enquête ethnographique que je menais au milieu des années 90, dans le laboratoire d'un monsieur qui s'appelle Daisuke Yamamoto, m'a permis en fait de réfléchir aux enjeux qui s'avéraient être des enjeux identitaires d'une pratique scientifique qui n'était au final uniformisée qu'en apparence. Dans cette enquête, le Japon, entre guillemets, sa science, plus largement sa faculté d'innovation, se posait en opposition et en marge de l'Occident. La pratique scientifique s'y définissait moins comme une pratique universelle, issue d'un mode de raisonnement et d'expérimentation formelle, que comme une pratique internationale qui obligeait à composer avec l'histoire et la culture du pays. Et donc, en anthropologie, les propositions que tu formulais constituaient pour moi les recours les plus puissants qui soient, puisqu'elles permettaient de m'intéresser à ce qui se tramait dans ce laboratoire de biologie japonais, sans pour autant virer à la sociologie, sans passer chez les sociologues. J'espère qu'il n'y en a pas trop dans la salle. J'entends par là qu'elles autorisaient une description et une réflexion qui prendraient à charge sérieusement quelques-unes des questions suivantes. Cela avait-il un sens, et lequel, que l'on soit au Japon, dans un laboratoire scientifique, certes, mais au Japon? Que pouvait nous dire une pratique scientifique qui serait de fait japonaise? Que pouvait faire, dans le contexte d'un laboratoire souscrivant par ailleurs en tout point aux critères de la science internationale, les relations particulières qu'entretiennent les Japonais avec leur environnement naturel? Que pouvait faire la fameuse consubstantialité des Japonais avec la nature, consubstantialité que les Japonais les premiers tiennent pour spécifique? Comment, encore, s'articulait une cosmologie singulière dont tout montrait historiquement et culturellement qu'elle ne séparait pas la nature de la culture, au sens où on les entendait chez nous, et une cosmologie scientifique qui s'est imposée comme universelle? Alors, si, comme je le mentionnais tout à l'heure en te citant, tu avais eu le sentiment de te retrouver à la couture de deux mondes lors de ton terrain chez les Hachoirs, du fait de ton appartenance au naturalisme moderne, on va dire, et puis de ton déplacement dans autre chose, ce sentiment sur mon terrain, dans ce laboratoire de biologie au Japon, était déporté chez les gens même dont j'observais les pratiques, les scientifiques japonais,
qui explicitaient leur double appartenance, qui jouaient de la lisière dans laquelle tout à la fois leur histoire moderne et leur géographie les avaient placés. Ils ne cessaient de me rappeler, de plein de manières, que le naturalisme, pour eux, était une histoire, somme toute, récente, qu'il y avait eu, ils me rappelaient qu'il y avait eu des alternatives, et le fait même d'être sur une île, d'être insulaire, continuait de maintenir des écarts jusque dans la pratique des années 90, fin des années 90. Et donc, c'est cette situation, je crois, qui m'obligeait, d'une certaine façon, dans la description, à affecter une sorte de naïveté crasse, à concevoir un empirisme qui, sans être nommément radical, je ne connaissais pas l'empirisme radical à ce moment-là, s'affichait confusément comme total, qui m'invitait, je crois, qui m'obligeait aussi à surseoir ou mettre en retrait le recours aux théories produites par des collègues, épistémologues, sociologues, aussi anthropologues, dont je croyais reconnaître des échos étranges chez les scientifiques japonais que je côtoyais. Et je prenais l'ardeur même avec laquelle le directeur du laboratoire japonais se plaisait à raconter son histoire, dans des termes qui feintaient le naturalisme moderne pour mieux en dire les limites, comme une invitation à offrir à tous ces adjointements fragiles une place de choix dans l'argumentation et à laisser de côté l'explicitation franche de paradigmes que je continuais à voir au travail sur le terrain par les gens eux-mêmes, d'une certaine façon. Alors, comme je le mentionnais, ça n'est que bien plus tard que j'ai lu l'essai d'empirisme radical de William James, dans lequel il écrit, je le cite, que pour être radical, un empirisme ne doit admettre dans ses constructions aucun élément dont on ne fait pas directement l'expérience, et aussi n'en exclure aucun dont on fait directement l'expérience. Pour une telle philosophie, les relations, écrit-il, qui relient les expériences doivent être elles-mêmes des relations dont on fait l'expérience, et toute relation, de quelque type qu'elle soit, dont on fait l'expérience, doit être considérée comme aussi réelle que n'importe quoi d'autre dans le système. Alors, donc je l'évoquais, lors de la soutenance de mon habilitation à diriger des recherches, à laquelle tu as fait l'honneur de participer, tu m'invitais en fait à sortir la chaîne syntagmatique de la trame narrative et à mettre en évidence les règles de composition qui régissent l'assemblage des êtres au sein d'une ontologie particulière. Alors à ce moment-là, on est en 2014, si ma mémoire est bonne, je venais de vous soumettre, à toi et aux membres du jury, un manuscrit qui portait sur le grand collisionneur de Hadron, un grand collisionneur de particules, installé à la frontière franco-suisse, coincé dans la plaine qui s'étend de Genève à la chaîne du Jura. Et l'ouvrage, en son entier, usait d'une écriture volontairement à fleur du terrain, qui, pour être entièrement consacré à ce seul dispositif expérimental, n'avait de la monographie, de ce qu'on appelle une monographie, ni l'exhaustivité, ni la largesse. J'y voyais plutôt une forme d'essai, amorcé sur une question précise. Que faut-il pour qu'une image du cosmos tienne? À quelle échelle faut-il se placer pour éprouver que ce qui se joue au LHC, au Large Hadron Collider, ce grand collisionneur de particules, compte pour nous? Donc j'y voyais une forme d'essai amorcée sur ces questions précises et dont l'écriture platement descriptive permettrait de donner la saisie. On était dans une configuration où ce collisionneur de particules était pourvu d'extraordinaires qualifications. Il est toujours le dispositif expérimental le plus grand jamais conçu, destiné quand même à dévoiler les mystères de l'univers. Donc on est dans un rapport à la nature, au naturalisme moderne, complètement exacerbé. Et ces extraordinaires qualifications allaient de pair, parfois contrastées, avec des situations d'étonnement innombrables, mais à ras des pâquerettes, si vous voulez. Et l'ensemble m'avait donné à penser que pour ce terrain-ci, justement, la narration crue
de ce qui m'avait été donné de voir et d'entendre se suffisait pleinement à elle-même. Autrement dit, pour cet objet-là, la narration crue était ce qui convenait. Dans Les Lances du crépuscule, l'ouvrage que tu édites en 1993, tu consacres, comme l'a rappelé effectivement Romain, une partie de ton épilogue au problème de l'écriture ethnologique. Et tu expliques que la raison principale pour laquelle ce livre s'apparente aux œuvres romanesques, c'est que les ethnologues sont des inventeurs autant que des chroniqueurs. Et si les mœurs et les discours des gens dont ils ont partagé l'existence sont en général exactement rapportés, et autant que faire se peut correctement traduits, la manière dont ils les présentent et les interprètent ne tient qu'à eux. Donc, autrement dit, l'ethnologue est un auteur. Et tu poursuis, alors là je suis un peu malhonnête parce que je vais chercher chez toi de quoi me défendre. Mais bon, c'est de bonne guerre, voilà. Et tu poursuis, en construisant avec les seuls recours de l'écriture la figuration d'une société, les ethnologues ne sauraient offrir une copie fidèle du réel observé, mais bien plutôt une sorte de modèle réduit, reproduisant avec une certaine vraisemblance la plupart des traits caractéristiques du prototype original, lequel, pour d'évidentes raisons d'échelle, ne pourra jamais lui-même être intégralement décrit. Et tu ajoutes que, à la part de vérité contenue dans les faits relatés, dans les ethnographies, s'ajoutent deux ressorts littéraires que les ethnologues sont condamnés à employer sans vouloir vraiment l'admettre: la composition, donc celle-là même dont tu parlais, la composition des écrits, qui sélectionne dans la continuité du vécu des morceaux d'action réputés plus significatifs que d'autres, et puis aussi la généralisation, et c'est là-dessus que notre conversation avait achoppé, qui investit ces fragments de comportements individuels d'un sens en principe extensible à toute la culture considérée. Alors, dans cette perspective, je vais passer un petit peu plus vite, dans cette perspective, j'ai compris que la part que tu fais au récit, et qui effectivement n'est pas se dessine en creux dans Par-delà nature et culture, la part que tu fais au récit va servir d'embrayeur et de servir d'embrayeur à l'analyse, et il s'agit d'apprêter le récit à la comparaison. Autrement dit, on doit pouvoir formuler des récits que l'on compose, des énoncés généraux susceptibles d'être comparés à d'autres. Alors, je voudrais pour terminer prendre encore quelques minutes pour dire où j'en suis aujourd'hui, à un moment où l'écriture est devenue un enjeu problématique sur le terrain que je suis en train de mener depuis 2012 dans la préfecture de Fukushima, après la triple catastrophe qui a eu lieu en mars 2011. Je suis obligée d'aller vite, mais je vais juste dire quelques petites choses. J'ai amorcé cette enquête en 2012 en m'intéressant de la manière que j'avais imaginé la plus systématique possible aux instruments de mesure au moyen desquels les habitants de la préfecture de Fukushima prenaient connaissance de leurs nouvelles conditions d'existence, de leur nouvelle nature. Et donc j'avais d'abord procédé comme à mon habitude en documentant tout ce que je voyais, c'est-à-dire j'ai fait l'ethnographie et j'ai suivi les protocoles de mesure, tout ce que je pouvais observer dans la région. Mais assez vite, en fait, mes notes de terrain se sont avérées impuissantes, c'est-à-dire, je vais le dire plus fortement, je me suis sentie trahie par mes notes de terrain, parce qu'elles s'avéraient impuissantes à saisir ce dont il était justement question. À partir d'une situation que je n'ai pas le temps de raconter maintenant, qui a constitué un tournant important dans ma compréhension de ce qui se tramait sur ce territoire contaminé, je n'avais gardé que quelques notes très pauvres. Et donc, j'avais l'habitude de prendre des notes foisonnantes, j'avais cette fois-là encore des notes foisonnantes, mais je n'avais su consigner finalement qu'une mineure partie de ce qui s'était d'abord vécu comme une expérience, et ce qui s'était d'abord vécu comme une expérience fondamentale du point de vue de la compréhension que j'allais avoir de la situation. Et cette situation-là,
me fait comprendre surtout que, malgré toutes ces notes, je n'ai rien compris jusqu'à maintenant, je n'ai rien attrapé et qu'il va me falloir changer de registre. Alors, changer de registre, ça veut dire quoi? Je ne vais pas avoir le temps de développer, mais ce n'est pas seulement changer de registre d'écriture, c'est d'abord et avant tout changer de registre de protocole, changer de registre dans la manière de faire du terrain et de faire de l'observation. C'est un programme qui s'est développé d'abord avec un collectif hybride dans lequel il y a des artistes, des cinéastes, un sismologue, une historienne de l'art, d'autres anthropologues qui ne sont pas spécialistes ni du Japon ni des catastrophes nucléaires. Et on est partis ensemble et on a expérimenté sur le terrain, enfin sur ce qu'on appelle plutôt des balades. On fait des balades dans la région de Fukushima de manière tout à fait provocatrice. On a expérimenté des protocoles qu'on est allé emprunter, par exemple à des gens de théâtre, par exemple à une danseuse, à des artistes, mais aussi, donc ces protocoles visaient à nous apprendre à aiguiser notre regard pour s'attacher à des détails qu'encore une fois, ma seule compétence ethnographique n'avait pas su capter. Des toutes petites différences de registre, des petites choses dans l'environnement qui étaient des twists, si vous voulez, qui manifestaient des twists dans la réalité, etc. On a expérimenté comme ça plusieurs protocoles qui étaient aussi des protocoles de prise de notes, c'est-à-dire que moi, m'ayant senti trahi par mon ethnographie, j'étais partie une fois, par exemple, sur un terrain sans prendre de notes du tout. Ou en écrivant des poèmes, par exemple. C'est-à-dire en essayant de mettre en place d'autres choses pour arriver à attraper ce qui était en train de se passer. Et puis, au nombre de ces protocoles, on a aussi marché avec des compteurs Geiger. Et tous ces protocoles, si vous voulez, avaient bien entendu une histoire très spécifique, mais dans l'ensemble qu'ils formaient, il allait de soi pour le collectif qu'on était qu'aucun de ces protocoles, le compteur Geiger pas plus que les autres, ne se verrait octroyer une place plus importante a priori que les autres. Et il s'agissait d'une certaine façon de se munir de nouveaux outils d'observation, de description pour, suivant la formule de Patricia Falguière qui fait partie du voyage, pour affoler l'objectivation, affoler notre sens de l'objectivation. Du point de vue de l'écriture, il s'agit toujours, au moment où je vous parle, je n'ai toujours pas résolu la question, de trouver une passe qui consiste à donc, comme je vous l'ai dit, ne pas louper ce qui compte. C'est-à-dire, sur ce nouvel objet-là, qui me déroute par rapport à ma pratique ethnographique, je dois apprendre à ne pas louper ce qui compte. Mais je dois aussi, je l'ai appris assez vite ensuite, je dois aussi trouver une passe qui me permettrait de ne pas destituer non plus le sens de l'importance, suivant l'expression de Didier Debèze, du philosophe Didier Debèze, par des descriptions trop plates, à la manière justement de celles que j'avais commises dans le livre sur le collisionneur de particules, descriptions qui ne peuvent pas être utilisées dans ce nouveau cadre d'expérience-là, parce que je le réalise, elles pourraient facilement servir à alimenter l'idée, défendue notamment par le lobby nucléaire, qu'une vie avec radioactivité, une vie contaminée, est finalement possible et qu'elle ne ressemble même pas à des tableaux tragiques qui figureraient un monde en perdition. Là où je fais du terrain, à 50 km de la centrale catastrophée, la ville de Towa était protégée par des conditions topographiques favorables, les habitants n'ont pas été déplacés et de fait, on ne voit rien. Tout paraît, 8 ans, surtout après la catastrophe, trivialement normal. La passe d'écriture aussi consiste donc à apprendre à dramatiser au bon endroit et à la juste mesure. Ne pas se focaliser sur le dernier homme de Fukushima ou le tableau dramatique qu'on a vu 1000 fois dans les blockbusters américains, mais aller chercher plus finement dans l'observation des endroits qui manifestent que la réalité a vrillé. Elle consiste encore à assumer une écriture personnelle qui n'escamote pas l'objet même dont on parle, puisqu'il reste d'abord et avant tout que
le cœur de l'affaire, c'est de comprendre ce qui se trame sur ce territoire contaminé de Fukushima, et que quelque chose, évidemment, s'apprenne à travers cette écriture. Dans son ouvrage Hyper Objects, Timothy, le philosophe Timothy Morton, écrit que, je le cite, « Ce qui explique le mieux la conscience écologique est un sens de l'intimité, non le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand, mais celui d'être proche, trop proche même, d'autres formes de vie, de les avoir sous la peau. Cette conscience requiert, selon lui, de s'accorder, to attune, de s'accorder, au sens musical du terme, à ces entités qui nous peuplent, en même temps qu'elles constituent notre milieu. Et donc, me déplaçant année après année dans ce territoire, dépourvu de liant par le comportement stochastique des radionucléides qui circulent depuis mars 2011, ce territoire de Fukushima et cette nouvelle situation ethnographique impose, de mon point de vue, à celui qui s'en préoccupe de changer de longueur d'onde, en quelque sorte, et de se mettre au diapason de ce qui, dorénavant, l'habite. Et donc, je terminerai par deux choses, et je terminerai vraiment, pour dire le point où j'en suis dans la continuité de cette réflexion sur l'écriture ethnographique, d'une certaine façon, et la composition du monde. Il s'agit, à l'heure où j'en suis, de pousser un peu plus loin l'idée que, à chaque situation ethnographique, va devoir se travailler une écriture, une manière d'agencer les éléments susceptible de rendre compte, de rendre justice, disent les collègues bruxellois, aux objets, aux situations dont ils se chargent. Mais au-delà encore, il s'agit pour moi, à l'heure actuelle, de faire de l'écriture un véritable terrain d'expérience, un site duquel apprendre les qualités mêmes des objets auxquels on s'intéresse. Et donc de faire vraiment de l'écriture même un champ d'expérience à explorer. Et je me demandais, du coup, dans la suite, je termine là-dessus, mais je me demandais, pour amorcer à nouveau une discussion, si tu imaginais que, d'une certaine façon, aussi ce qui s'esquisse dans d'autres textes, j'ai cité Timothy Morton, mais évidemment, on peut penser au travail d'Anat Singh, qui remet à l'honneur d'autres manières de raconter des histoires, de Donna Haraway, etc. Est-ce que, finalement, ce que tu écrivais de l'écriture ethnologique au milieu des années 90, penses-tu que c'est quelque chose qui est remis en branle d'une certaine façon avec les conditions écologiques qui sont les nôtres aujourd'hui, ou comment est-ce que tu envisages cette situation-là? Eh ben, merci. Merci. Une petite question. Merci Sophie pour ce nouvel épisode d'une conversation que nous entretenons depuis longtemps. J'ai dirigé une autre HDR d'une de tes collègues, d'ailleurs, à l'Université de Nanterre, dont le manuscrit principal était une pièce de théâtre. Oui, et au fond, ça m'avait paru extrêmement intéressant de rendre compte d'une situation ethnographique par des moyens d'écriture qui étaient tout à fait différents de ceux habituellement employés. Donc la situation présente est tout à fait extraordinaire. Tu citais bien sûr Anat Singh, mais il y a d'autres exemples du même ordre, en ce sens que les contraintes que l'on s'imposait à la fois dans la composition, mais aussi même dans le flux de l'écriture auparavant, se sont en grande partie dissipées. Et l'une des raisons pour lesquelles j'ai été heureux que Jean Mallory me propose d'écrire ce livre, Les Langes du Crépuscule, c'est que je sentais un trop-plein d'expériences que je n'avais pas pu exprimer dans mon premier livre, qui était une thèse de doctorat, et qu'à l'époque, je l'ai soutenu en 83, il était encore mal vu, au fond, d'exprimer dans des thèses. Alors, je voudrais revenir sur cette question de l'écriture et de l'expérience ethnographique. Il y a quelque chose, au fond,
d'étonnant dans l'expérience ethnographique, c'est qu'elle suit pratiquement toujours dans ses chaos et son sentiment d'inachèvement le même rythme. Et ça m'avait beaucoup frappé. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques années, à Cambridge, Meyer Fortes, qui est le grand anthropologue britannique, élève de Malinowski, m'a raconté ce que Malinowski lui a dit avant de partir sur le terrain. Donc ça, c'est vraiment de la tradition orale, parce que ça couvre pratiquement un siècle là. Au moment où Meyer Fortes est parti sur le terrain chez les Talensi au Ghana, Malinowski lui a dit: Meyer, vous allez m'écrire une lettre dans un mois, vous allez me dire c'est affreux, les gens sont méchants avec vous, il fait chaud, la bouffe est dégueulasse, l'hygiène est catastrophique, etc. Vous vous sentez très mal. Et puis vous allez m'écrire après une autre lettre un peu plus tard en me disant: ça y est, vous avez trouvé vos marques, vous commencez à recueillir des généalogies, quand même c'est très important les généalogies, surtout pour les ethnographes de l'école britannique de l'époque. Et puis vous allez m'écrire différentes lettres de ce type-là, puis au bout d'un an, vous allez m'écrire une dernière lettre où vous me dites: ça y est, j'ai à peu près tout, je crois que je vais rentrer, j'ai de quoi faire une thèse. Et puis dans un an et un mois, vous allez m'écrire une lettre pour me dire: je me suis complètement trompé, et il faut que je reste plus longtemps. Et ça, c'est une expérience au fond qu'on a tous traversée, quelle que soit la nature des terrains, c'est-à-dire que les facilités, en quelque sorte, que tu évoquais à propos de tes carnets de terrain, qui vous donnent le sentiment qu'on avance, mais pas vraiment, et qui, à un moment, obligent à une bifurcation complètement différente, elles sont toutes là. Alors, il y a un côté injuste, au fond, puisque c'est le temps qui est l'opération la plus importante. C'est ça la différence qui est entre au fond, moi j'aime beaucoup les écrivains voyageurs, et notamment les écrivains voyageurs anglophones, mais la grande différence, effectivement, avec l'ethnographe, c'est qu'ils restent très peu de temps. Ils arrivent, en restant peu de temps, à capter des petites choses comme ça, fondamentales, que le talent qu'ils ont transforme, je pense à Chatwin en particulier, pour que j'ai une grande admiration, en une épopée qui vous saisit, etc. Et nous, on est contraints, au fond, par l'empirisme de notre démarche, à être beaucoup plus au ras de terre et à rester plus longtemps pour nous assurer qu'au fond, on n'est pas passé à côté de ce qui compte. Alors, au fond, je pense que le débat qu'on a, et on pourrait continuer à en parler pendant très très longtemps, c'est que moi, je suis de la tradition structuraliste, et toi, effectivement, tu es plutôt d'une tradition, tu as cité William James, d'un empirisme radical ou pas, mais enfin, pour laquelle la généralisation, c'est simplement de ramasser des expériences disparates et puis éventuellement de voir si ces expériences disparates peuvent permettre de monter en généralité. Dans la tradition qui est celle dans laquelle j'ai été élevé, et Lévi-Strauss le dit d'ailleurs très justement lorsqu'il dit ce n'est pas la généralisation qui fonde la comparaison, c'est la comparaison qui fonde la généralisation d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on commence par faire une hypothèse, et cette hypothèse permet d'ordonner des matériaux disparates de façon à donner sens à des situations qu'on a rencontrées dans différentes parties du monde et qui pourraient avoir des points communs. Et donc la vieille division classique qu'on répète aux étudiants lorsqu'ils commencent à étudier l'ethnologie, entre l'ethnographie, l'ethnologie et l'anthropologie, elle est à la fois juste et fausse. Elle est juste parce que c'est vrai que c'est des opérations différentes. L'ethnographie, c'est précisément le temps, c'est se servir de soi-même comme d'un instrument de mesure, c'est la réflexivité, c'est le risque et en même temps l'avantage de la subjectivité, etc., etc. Et c'est l'exercice de la description qui est très important. L'ethnologie, c'est au fond la systématisation d'une expérience de ce type comparée de façon systématique à des situations voisines.
Et de ce point de vue-là, moi, j'ai fait de l'ethnologie avant de faire de l'ethnographie. C'est-à-dire, mon premier livre, La nature domestique, c'est un livre d'ethnologie, puisque c'est un livre qui s'intéresse à ce que j'appelais la socialisation de la nature, ce que je n'appelle plus maintenant la socialisation de la nature, parce que c'est très sociocentrique comme définition, et qui le compare avec d'autres formes de socialisation de la nature à l'intérieur du bassin amazonien. Donc ça, c'est de l'ethnologie. Puis après, j'ai fait un livre ethnographique qui est Les Lances du crépuscule, et puis avec par-delà nature et culture, un livre anthropologique qui coupe complètement, au fond, les ponts entre les matériaux ethnographiques qui sont importants parce qu'au fond, ils vous donnent le tremblement initial qui vous permet de poser des questions. C'est ça c'est l'impulsion. Toutes les questions que j'ai essayé d'aborder au cours de ma carrière d'anthropologue, ils sont nés de la conscience de ce que les outils intellectuels que j'avais amenés avec moi quand j'étais sur le terrain étaient inadéquats. C'est exactement ce que tu as fait aussi au Japon. Et c'est ça, au fond, le grand mérite, c'est qu'on le ressent en nous, à la fois comme un problème épistémologique, mais surtout comme un problème pratique. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on est en porte-à-faux avec les gens, qu'on ne comprend pas ce qui se passe, ils ne nous comprennent pas, etc. Et c'est ça, c'est pour ça que notre persona joue ce rôle d'instrument de mesure. C'est parce que c'est, au fond, les situations pratiques au sein desquelles on se trouve sont telles qu'elles nous rendent parfaitement clair qu'on fait fausse route. Et donc, de ce point de vue-là, c'est très important. Mais on ne peut pas, je pense, néanmoins, passer en continu de ce type d'expérience aux structures alimentaires de la parenté ou à part de la nature et culture. C'est des opérations complètement différentes. Et donc, il y a un moment où cette montée en généralité, cette généralisation, cette façon de ramasser des expériences disparates et d'essayer de leur donner sens, s'arrête parce qu'elle ne peut pas aller plus loin. Et c'est ça, au fond, je pense, la raison de ce que nous ne faisons pas la même chose au même moment. Quand tu fais de l'ethnographie, tu fais de l'ethnographie. Quand je fais de l'ethnographie, je fais de l'ethnographie, mais tu ne peux pas dire que quand tu fais de l'ethnographie, tu fais de l'anthropologie, si je puis dire. Mais tu peux en faire aussi, mais en utilisant d'autres instruments. Voilà. Tu veux dire un mot, non ? On poursuivra.